qui va à l'encontre des services attendus par nos administrés. Que s'est-il passé? De mépris à l'égard des personnes résidant en milieu rural. Si la Poste en avait la latitude. Comment en est-on arrivé là? Nous regrettons la démarche de la Poste par le manque de concertation avec les habitants et les élus des autres communes de notre vallée. Dans le département de l'Isère, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communes, les maires, les habitants grondent. Ils craignent un divorce imminent avec la Poste et l'abandon de leur village, déserté par les services publics. L'Auvergne-Rhône-Alpes est la région témoin que nous avons choisie pour comprendre et analyser le bras de fer entre la Poste et les territoires. Terre de plaine et de montagne, urbaine et rurale, où l'effervescence des grandes villes côtoie la solitude des hameaux, cette vaste région est au fond le miroir de la France hétérogène. 13 départements, 4095 communes, près de 8 millions d'habitants, tous concernés par les transformations profondes de la Poste, qui a entamé depuis quelques années déjà une révolution. La Poste est au cœur de la vie des Français depuis près de 5 siècles. Elle fait partie du paysage depuis Louis XI. Qu'il soit porteur de bonnes ou de mauvaises nouvelles, le facteur a toujours été le lien entre les citoyens. Salut Martial. Tiens, tu pourras faire une petite pause. Hein? Oui, voilà. Hein, voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a. Hein? Ouais. Même à côté, il n'y a rien. Hein? D'accord, ok, ça marche. Allez, à demain. Ouais. C'est ce que la Poste appelle le tiers de confiance. Et c'est vrai que pour les 5000 habitants de Saint-Pourçain dans l'Allier, Bruno est celui auquel on ouvre la porte facilement et volontiers. On va manger un petit croquet si tu veux, mais on va pas boire de café, j'en ai des abus. Non, moi j'en bois pas, non. Et je prends un petit croquet pour faire plaisir, mais non, on y va, dis donc. T'imagines si on fait ça dans toutes les maisons? D'ailleurs, il est on est sympa. Il faut être sympa. Bon, merci bien, hein. Mais on va aller voir plus loin quand même. Hein? Allez. Pourtant, si cette image d'Épinal semble inaltérée, le facteur d'aujourd'hui porte en lui l'ADN d'une nouvelle réalité. Entre 2 tournées de courrier, il est chargé de missions totalement nouvelles, comme le fameux « Veiller sur mes parents ». Un service payant, une quarantaine d'euros par mois, que la Poste propose aux familles pour veiller sur les personnes âgées. Madame Perrin, c'est le facteur. Rien de nouveau? Oh, ben non. Non. Bon. Donc vous portez votre bracelet. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. J'ai ma montre, Donc, voilà. Alors, dès que vous appuyez, ça vient tout rouge. ça vient tout rouge. J'ai une peur bleue de l'AVC. Voilà, s'il y avait un souci, donc on met en relation la famille, hein, donc vos petits-enfants, Mes petits-enfants, qui sont pas bien loin, qui sont à côté. Hein. Les petits-enfants, c'est bien joli, on me dit toujours, ben, vous avez vos petits-enfants à côté. Mais ils partent le matin à 8 h, ils rentrent le soir à 6 h. C'est ça. C'est bien le temps de Noël et différent. Attendez. Hein? Oui, non, mais tout à fait, mais Oui. c'est fait aussi pour ça. C'est fait aussi pour ça. C'est Alors, l'isolement, on hein, me tout dit, en simplement. appuyant sur le bouton, Mais voilà. c'est mon protecteur. Voilà. C'est une sécurité. Il a intérêt à marcher. Voilà, mais ça Sinon, marche. je prends le bigophone. Non, mais ça marche. Mais après, on peut faire un essai, hein. Si vous voulez, on peut très bien faire un essai, si ça Et marche. hop. Voilà, sensationnel, c'est tout rouge. Donc, logiquement, ça va répondre à l'autre côté, là-bas. Oui, allô, j'ai voulu essayer la petite montre. Pour Madame Perrin, tout va bien? Tout va bien, c'est qu'on voulait... Bonne journée, au revoir. On voulait... Oh, ben, Tout va bien? oui, ça va très bien. Bonne journée, au revoir.
Oui. Hein À Allez, demain. bon après-midi. À demain. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Bonne soirée. Le facteur coiffe désormais une casquette de plus, celle du prestataire de service. C'est un vendeur à domicile. Et ça, c'est nouveau. Le service dont on parle là aujourd'hui, il a toujours existé. Quand dans un village, le facteur passait et qu'il voyait qu'il apportait le journal, ou qu'il apportait la lettre, ou le relevé de la banque, ou un courrier administratif, et qu'il voyait que la personne âgée n'était pas en forme, il en parlait à ses voisins spontanément. Enfin, c'était le b.a.-ba du travail du facteur. Ah, attendez, votre voisin, il n'a pas l'air bien. Est-ce que... Bon, je crois que ce qui change, quand même, c'est une volonté affichée de plus en plus par la Poste et implicitement par les pouvoirs publics qui n'y mettent pas le holà, à rechercher la plus grande rentabilité de toutes leurs activités. Il faut faire du chiffre d'affaires, il faut que les clients payent le service, quel que soit le service qu'on leur rend. Donc au niveau des veillez sur mes parents, n'hésitez pas à en parler à vos clients qui pourraient être intéressés. Il n'y a pas d'informations des commerciaux là, du coup, pour veiller sur mes parents? Non, simplement. Il y a des promos là. Ouais. L'objectif a doublé cette année. Hein. Et on a 11 000 € à faire. Hein. Voilà. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles et surtout et faire en sorte de faire mieux que l'année dernière. Hein. Voilà. Et bien c'est parti. Cette nouvelle philosophie d'entreprise amène les postiers à repenser non seulement leur métier, mais aussi la nature de leur relation avec les usagers, enfin, les clients désormais. Géraud en fait l'expérience tous les jours lors de sa tournée calibrée, chronométrée. 3 minutes, par exemple, dans le cadre du service « Veiller sur mes parents ». Eh, bonjour madame. Même si, bien sûr, Géraud essaie de prendre un peu plus de temps quand il peut. Les minutes passent vite. C'est pour ça que je dis que 3 minutes... Oui, c'est sûr que 3 minutes, elle part. Ouais. Ça, c'est pas normal. Alors, il n'y aurait pas ce service, les gens, on les connaîtrait. Non. Pas forcément. Hein. Le facteur, c'est un sauvage. Oui. S'il n'y a pas de service, il pose son courrier et il faut qu'il se dépêche. Moi, j'ai vu les facteurs courir d'une maison à l'autre. Ça, je l'ai vu. J'ai dit quand même, c'est égal, hein, faire courir les facteurs. Mais... Ça, je l'ai vu de mes yeux. Hein. C'est vrai que la Poste donne parfois l'impression d'être un pompier pyromane. Les facteurs doivent passer moins de temps à échanger avec la population. Donc, cela accentue l'isolement de ceux qui sont seuls. Donc, la Poste crée un service pour combler cette solitude, mais payant. Et donc, cela crée une nouvelle fracture entre ceux qui pourront se payer ce service et ceux qui ne le pourront pas. Alors, certaines communes ont décidé de prendre à leurs frais ce service. C'est vrai, on ne peut pas payer de ci, payer de là, on est tuné de partout. Ça va plus, ça. Hein. Dans le temps, on aimait beaucoup les facteurs. Ils rendaient des services à tout le monde dans les campagnes. C'est pas pareil, maintenant on les voit plus. Et la boîte aux lettres, elle est là-bas au fond du jardin. C'est sauvage maintenant, faut dire ce qui est. C'est pas bien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de boîte aux lettres, justement, pour avoir le facteur. Pour avoir le facteur à domicile et avoir une petite visite. Oui, enfin bon, on veut tout épargner, on veut tout économiser, et puis on va pas dans le bon chemin. Parce que on fait pas d'omelette sans casser deux. Hein. Vendredi prochain, c'est pas moi, mais après, je sais pas. Vendredi prochain, je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. On verra bien. Ça ne tracasse pas, moi je prends celui qui arrive. Oui. Il y aura bien quelqu'un. Cette marchandisation du contact montre combien la Poste a changé. Elle semble adopter de plus en plus les mécanismes d'une entreprise privée. Les nouveaux services payants poussent comme des champignons. La Poste s'est emparée de ce que l'on pourrait appeler, sans craindre l'oxymore, le marché du service public. En 2010,
La Poste est devenue société anonyme. Première étape, disent certains, vers la privatisation, même si 100% de ses capitaux viennent du public, c'est-à-dire de l'État et de la Caisse des dépôts. Elle doit désormais assurer par elle-même les conditions de sa rentabilité, comme une entreprise classique, mais avec une contrainte supplémentaire, l'obligation d'assurer ses missions de service public. Une cohabitation, à première vue paradoxale, mais la Poste doit faire avec, dans un monde en pleine mutation. Pour comprendre le nouveau paysage de la Poste, il faut parler peut-être avant tout de l'évolution de la société. Alors l'évolution de la société, juste 2 chiffres, 85% des foyers ont maintenant Internet à domicile, les moins de 40 ans passent plus de temps sur Internet qu'à la télé, donc on voit qu'il y a des tendances lourdes et à mon sens irréversibles, qui font que de toute façon l'entreprise Poste, le groupe La Poste, devait s'adapter. Tout service public doit en permanence s'adapter à l'évolution des besoins d'un côté, des technologies de l'autre. C'est inhérent à la définition même du service public, ces fameux 3 principes, égalité, continuité et adaptabilité. Le pari de La Poste, c'est de réussir ce défi d'adaptation dans un contexte d'autant plus difficile pour elle que son métier historique est en perte de vitesse depuis des années. Jusqu'à pas si longtemps que ça, dans le chiffre d'affaires du groupe, c'était 50% le courrier. Or, le courrier, ça descend de façon vertigineuse. Donc, il y a ce besoin d'évolution de la Poste qui est incontournable pour répondre aux besoins du client. Et c'est une nécessité. Et après, quand même, il y a aussi une réalité économique. En moins de 10 ans, c'est vrai, le nombre de plis distribués a chuté de près de 40%. Environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins par an. C'est ce déclin du courrier qui est souvent présenté par les responsables de La Poste comme la principale cause de toutes ces transformations internes. C'est le grand argument qu'emploie un certain nombre de responsables disant mais le volume du courrier décline, il faut diminuer, réduire le service de plus en plus puisque il y a de moins en moins de besoins. On oublie souvent de dire que si le courrier diminue, le courrier papier diminue, le commerce électronique se développe. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que globalement, la diminution du courrier papier est compensée par l'augmentation des colis qui nécessitent le même maillage du territoire. Les formes changent, les outils changent, mais le besoin lui-même, fondamentalement, il reste le même. Il y a néanmoins une autre donnée économique à prendre en compte. La France est l'un des pays les plus hétérogènes d'Europe dans la répartition de sa population sur le territoire, avec des zones très peuplées et d'autres quasiment inhabitées. En clair, cela veut dire que la Poste doit distribuer la presse, le courrier, les colis, partout, à chaque citoyen, où qu'il se trouve, même quand il se trouve loin de tout. Mylène est factrice à Bonneval-sur-Arc, en Savoie, où vivent 200 habitants à près de 2000 mètres d'altitude. C'est l'une des communes les plus hautes de France. C'est une tournée qui me ressemble bien. Voilà. Après, il faut aimer la neige, il faut aimer marcher, il faut aimer l'imprévu. Et puis ça me ressemble. Donc tant que je peux le faire, je le fais. Voilà. J'allais dire, l'hiver, moi je pars, je ne sais jamais à quelle heure je peux rentrer. J'ai toujours un sac avec moi, au cas où je reste bloqué là-haut. D'une heure à l'autre, tout peut changer en montagne. Il ne faut pas avoir peur de partir et puis de rester bloqué là-haut. Voilà. Voilà. La tournée de Mylène prend du temps. Beaucoup de temps. Et on comprend pourquoi. Et voilà. Là où en ville, le facteur enchaîne la distribution de courrier dans les boîtes aux lettres, ici, il faut allonger le pas entre chaque chalet. Voilà ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est celui qui coûte le plus cher à la Poste. Et parfois, pour distribuer un seul pli.
Ce dernier kilomètre représente à lui seul 20% du coût total de l'acheminement de ce courrier. Là, c'est la poste au bout du chemin. Voilà. Hop là. Alors si l'activité emblématique et historique, le courrier, est en perte de vitesse et coûte trop cher, on peut se demander si la poste n'est pas devenue obsolète, tout simplement. Mais peut-on sérieusement imaginer une France sans la poste ? La poste est le dernier service public avec des relations humaines quotidiennes. Il n'y en a pas d'autres. Tous les autres services publics, que ce soit l'énergie, les transports, les télécommunications, ainsi de suite, sont complètement dépersonnalisés. Il n'y a plus de relations humaines. C'est appuyer sur la touche 3, appuyer sur la touche 1, appuyer étoile, appuyer dièse. Bon, mais il n'y a plus du tout l'interface. La Poste, elle a cet immense avantage d'avoir cette relation humaine, quotidienne, possible. La France sans la poste, ce serait donc un pays qui perdrait son centre de gravité, son repère, son ciment. Car ses missions de service public dépassent de loin la simple distribution du courrier et des colis. Regardez la banque postale. La Poste a ce qu'on appelle une mission d'accessibilité bancaire, c'est-à-dire qu'elle doit permettre à chaque habitant de posséder un compte. Et c'est souvent elle qui récupère tous ceux que les autres banques rejettent. Dans les grandes villes comme à Saint-Étienne, on en prend toute la mesure lorsqu'au bureau de poste central sonne l'heure des prestations sociales qui tombent à chaque début de mois pour les plus fragiles. Derrière son guichet, Patrick est très loin du cliché véhiculé du temps des PTT, le petit travail tranquille. Il y a moins 49. Il n'y a pas assez. Et oui, vous êtes à moins. C'est pour ça que je vous ai dépassé la carte. Et oui, il faut attendre. Ouais. Vous allez toucher la retraite. Oui. C'est le 9 ou le 10 Le 9. Voilà, ouais, ben vous reviendrez me voir. Non, mais là, vous n'avez pas payé, là, par contre. C'est eux qui vous doivent de l'argent. Et comme vous avez trop payé, ils vous doivent encore de l'argent. D'accord? Oui, d'accord. Il faut attendre, hein, la prochaine facture, et normalement, ils vont les déduire de vos prochaines factures. OK? C'est bon? Allez, je vous fais la carte pour aller chercher les sous. C'est des gens qui ne parlent pas français, donc il faut quand même qu'on essaye de se comprendre pour arriver à voir ce qu'ils veulent et aboutir à une solution qui soit positive pour eux et pour nous. C'est ça qui est un petit peu dur, mais il faut quand même laisser une barrière entre nous et eux. Parce qu'il y en a après, ils viennent sans arrêt nous demander des renseignements. Je dis non, ça ne concerne pas la Poste, il faut aller voir dans des associations, des services qui vous aideront. C'est toujours un peu de l'assistanat, un petit peu, entre guillemets, une assistante sociale. Mais c'est vrai que c'est usant, alors que ce n'est pas vraiment notre métier, ce qu'on nous demande de faire. Mais bon, j'estime qu'on est bien obligé de le faire. C'est des clients comme des autres, il faut bien les aider aussi. Je voudrais un chèque, 95,87 € et que vous me donnerez la différence. On va faire 2 opérations. Voilà. On imagine bien le désordre si ce fameux tiers de confiance qui prend du temps pour faire du lien social était amené à disparaître. Si les conseillers comme Patrick étaient remplacés par des automates ou par la banque en ligne à des fins de rentabilité et d'adaptation. Il y a donc des limites à ne pas franchir si la Poste veut rester la Poste, ce grand service public. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Car en zone urbaine, les clients font la queue au guichet, c'est la ruée vers les bureaux. Mais en zone rurale, comme dans la commune de Charavine en Isère, eh bien c'est une autre histoire, une autre cadence. Bonjour madame. Je vous prends la carnet de timbre, s'il vous plaît. En lettres vertes, comme ça? Non, je vais vous prendre les rouges, s'il vous plaît. Les bureaux de faible activité. Voilà le cœur du débat qui oppose la Poste aux maires des petites communes. Aujourd'hui, il y a certains bureaux qui ne voient que 10 à 15 clients par jour.
Voilà, donc il y a une réalité économique. Et lorsque ces clients viennent, à 90%, c'est pour affranchir un courrier ou envoyer un paquet, etc. D'un côté, le moindre coût, d'un autre côté, le service universel. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre ces tensions. Il y a bien tension entre les deux. Il y a effectivement, de ce point de vue-là, quelque chose qui est antagonique. On ne peut pas être à la fois dans une recherche de rentabilité financière à court terme et à la fois préserver un maillage de services publics, on va dire, adapté à la grande diversité des populations que l'on peut avoir dans nos communes. Il y a une question centrale soulevée par le maire de Charavine. Quelles conséquences cette nouvelle donne de la rentabilité à tout prix va-t-elle avoir à terme sur les communes, et notamment les plus petites, déjà frappées de plein fouet par la fuite des services publics? La Poste, elle aussi, va-t-elle quitter ces territoires ? Légalement, la Poste ne peut pas déserter, car elle a l'obligation d'être facilement et rapidement accessible pour 90% des habitants, en moins de 20 minutes en voiture ou à moins de 5 km. On appelle ça la mission d'aménagement du territoire. Dans les faits, elle doit maintenir au moins 17 000 points de contact à travers le pays. Mais le diable est dans les détails, et en l'occurrence dans les mots « point de contact ». C'est là-dessus que la Poste joue, pour rationaliser et rentabiliser son implantation dans le pays sans jamais se désengager, du moins en apparence. Donc il y a le bureau de poste classique tel qu'on peut, on peut le connaître. Il y a des bureaux de poste où nous avons des experts patrimoniaux, les experts en conseil bancaire ou les experts en conseiller pro qui sont présents. Nous avons aussi des agences postales communales, nous avons des relais postes commerçants, nous avons des maisons de services publics, nous avons des facteurs guichetiers, et toutes ces nouvelles formes de présence de la Poste répondent à un seul besoin, qui est le besoin client. Regardons de plus près comment concrètement cette nouvelle présence postale prend forme dans notre région témoin, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voici le village de la Pacaudière, un petit millier d'habitants. Et voilà son bureau de poste, son point de contact. Ici, la Poste a pris l'apparence de la MSAP, la maison de service au public, la bien nommée. Et voilà Angélique, la postière couteau suisse. Les deux grands et je vous donne les deux autres, les trois autres. Merci monsieur, bonne journée. Je vous demande 1 minute. Ici c'est simple, elle fait tout. Vous pouvez suivre sur internet, comme d'habitude, avec ce numéro. La mise de chèque, j'ai pas dû le signer. Ça serait peut-être bien de prendre un rendez-vous pour faire le point, les comptes. Oui. 8, 9, 10, 11, 12, 13... À la fois guichetière, conseillère pour la CARSAT, la caisse retraite, pour l'assurance maladie, pour l'Enedis, le gaz et l'électricité, et pour Pôle emploi. Et oui, tous ces partenaires ont passé un accord avec la Poste pour regrouper les services dans un souci d'économie. Un accord gagnant-gagnant, comme on dit, qui permet notamment d'attirer à la Poste plus de clients, comme ceux qui viennent profiter des conseils d'Angélique pour trouver du travail. Je mets là. Oui. Cuisiner. Ouais. C'est ça. J'ai 61 ans. J'ai pas le droit à la retraite encore. Et ben, il faut que je travaille encore un peu. Ouais. Et là, je cherche du boulot, celui-là Savoie, celui-là Haute-Savoie. Pour partir 2 mois en station. Okay. Et j'ai eu des contacts déjà. Moi, niveau informatique, c'est pas trop mon truc, hein. Je dis franchement. Ah, c'est pas trop de tasse de thé, ça. C'est pour ça que... Ah merde. T'as pas pris. C'est pour ça que vous venez aussi ici, des fois. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la mission de service public, le retour de la mission de service public. Et puis, dans les secteurs ruraux comme ici, ouais, c'est vraiment... C'était une demande. C'était une demande des gens. Parce que les jeunes, ils ont Internet sur leur portable, mais ils ne peuvent pas ni scanner, ni éditer. Donc on a même une imprimante pour faire l'édition. Les plus âgés, ils ont peur de l'outil informatique. On touche toutes les tranches d'âge. Et vous, ça vous plaît? Ah, c'est mon truc. Madame, allez-y, approchez.
savez que la Poste fait les box aussi? Non, je savais pas. Vous saviez pas? Bah non. On fait beaucoup de choses aujourd'hui, la Poste. N'hésitez pas, poussez la porte. Et ben, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. La maison de service au public, c'est une solution qui semble en effet bien adaptée aux problématiques rencontrées sur les territoires. Mais pourquoi ne pas l'avoir généralisée? Eh bien, parce qu'il y a des villages où la fréquentation du bureau est pour le coup vraiment trop faible. Alors la Poste essaye d'autres formules pour que chaque commune trouve chaussure à son pied en fonction de sa taille et de son activité. Mais parfois, c'est un peu comme essayer de faire rentrer du 45 dans du 39 en espérant qu'en insistant un peu, ça finisse par passer. La Poste a par exemple inventé le postier 2 en 1. Dans le village de Génilac, Serge est donc facteur guichetier. Oh bah t'en as de la chance, le chat. Bien. Facteur le matin, guichetier l'après-midi. Allez, 2,40 s'il vous plaît. Et voilà, le recommandé. Le colis pour la bibliothèque. Médiathèque. Vous aussi? Merci. Moi, je pense que c'est une formule qui est adaptée à ce type de commune, comme à toutes les communes de cette taille, où il y a eu un bureau qui, malheureusement, a été restreint au niveau horaire, où ils ont diminué le temps de présence, ou passé un bureau qui, au départ, fonctionnait à plein temps, avec un conseiller financier qui était sur place, avec, bon, petit à petit, la clientèle s'échappant un petit peu à droite et à gauche, ou dans les grands centres, le bureau a perdu de sa grosse activité qu'il avait initialement. Ceci dit, il mérite quand même de vivre et de rester ouvert. Serait-ce que pour la clientèle de proximité qu'il faut respecter, c'est un lien social qu'il faut conserver. Et ils essayent de rédimer un peu sur les emplois, ils suppriment un peu pas mal de facteurs. Comme je pense, il n'y a pas qu'à Génilac. À Saint-Romain, les collections de Saint-Romain, ils ont supprimé carrément la Poste. Ils sont obligés de venir ici pour... voilà. C'est sûr que pour les personnes âgées, hein, c'est pas évident. Hein. Quand on peut rouler, ça va, mais quand on ne peut pas rouler, c'est pas le top. Hein. Et voici pour vous. Et merci beaucoup. Eh ben, vous voyez, ça valait le coup de venir. Hein. Allez, au revoir. Bon après-midi, monsieur. C'est clair que 2 heures d'ouverture, c'est court. Après, le bureau ne peut pas rester ouvert, serait pas rentable s'il était ouvert toute une journée. Facteur guichetier, ça a été une opportunité aussi pour que le bureau reste ouvert et que il vaut mieux 2 heures que rien du tout. Il vaut mieux 2 heures que rien du tout. Voilà un élément de réponse un peu désabusé, il faut bien le dire, à la question que l'on posait sur les conséquences d'une politique de rentabilité du service public. Et la Poste est allée encore plus loin. Elle est entrée dans une logique de partenariat qui, en fait, n'est rien d'autre qu'une forme de sous-traitance. C'est ce qu'elle fait dans le village de Chandieu, par exemple, avec les relais postes commerçants. Au premier abord, c'est vrai que s'il n'y avait pas l'emblème de la Poste, on pourrait se méprendre. Concrètement, la Poste verse un dédommagement fixe aux commerçants à hauteur de 300 € par mois. Et en échange, celui-ci assure 90% des services d'un bureau de poste classique entre les yaourts, les légumes et le jambon. Alors ce bâtiment a été construit à la fin des années 70 pour accueillir donc le service de la Poste à l'époque et des PTT, parce qu'il y avait aussi une cabine téléphonique à l'extérieur, où on demandait le 22 anières. Et donc après, la Poste a évolué, ça a été un bureau de poste jusqu'en 2014. Mais la Poste a décidé de fermer le bureau de poste de Chandieu. Et moi, je voulais maintenir les bureaux de poste. C'est là qu'il y a eu justement l'idée de travailler et de créer ce nouveau service de proximité à Chandieu. On est ouvert de 8h à 19h30.
Du mardi au dimanche, 6 jours sur 7. Donc même le dimanche matin, il peut y avoir les services de la Poste à Chandieu grâce à Comptoir de Campagne. Donc je pense que les clients sont contents de ça. Même si on n'a pas l'ensemble des services de la Poste, on en a quand même une grande partie. Et avec des amplitudes horaires plus adaptées à des personnes qui travaillent dans la semaine. Oui, on a l'amplitude horaire est plus large, bien sûr, ça j'avais oublié, mais à la fin, on arrivait à avoir un créneau horaire, je crois que c'était 14 heures par semaine. Enfin, donc vous avez qu'à fermer complètement. D'ailleurs, j'étais un peu en désaccord avec la Poste. Hein. Si vous voulez qu'un commerce fonctionne, ou une entreprise fonctionne, si vous réduisez vos horaires d'ouverture, forcément, vous aurez moins de clients. Alors là, on était dans ce sens-là avec la Poste. Enfin, c'est ce qu'ils font partout en campagne. Hein. Voilà. Mais bon. Lorsque les maires n'acceptent pas d'opter pour le relais commerçant, la Poste leur fait la plupart du temps une autre proposition, l'agence postale communale. En échange de 1 000 € par mois, la Poste demande à la mairie de prendre en charge toute l'organisation du service postal, les horaires d'ouverture du bureau, le salaire de l'employé communal derrière le guichet, et la mairie doit même fournir les locaux, alors que la Poste, du temps des bureaux classiques, devait payer un loyer à la ville. Oui, ouais. Bonjour. Mais alors, quel intérêt pour le maire ? Est-ce que je peux te rappeler dans un petit moment? Oui. Merci Laurence, à tout de suite. J'ai vu arriver 3 personnes de Grenoble pour me parler de la Poste. Donc j'ai rapidement compris qu'ils étaient venus pour m'expliquer qu'à terme, ma Poste allait fermer. On a discuté, je dis bon, dites-moi quand est-ce que la Poste va fermer. Et là, on m'a dit assez rapidement. Donc se présentaient devant nous 2 solutions, soit l'agence postale communale, soit le relais postal. Donc ils nous ont expliqué quelles étaient les deux fonctions de ces structures. Nous en avons discuté avec le conseil municipal et d'un commun accord, nous avons pris la décision de pencher pour l'agence postale communale. Le relais postal, il faut savoir que c'est chez un commerçant, donc il faut d'une part trouver le commerçant. Et puis je pense que certaines personnes auraient été plus réticentes à aller faire ces opérations-là dans un commerce. Désormais, sur l'ensemble du territoire national, ces nouvelles formes de présence postale représentent plus de la moitié des points de contact. La disparition progressive des bureaux de plein exercice, c'est-à-dire les bureaux de poste traditionnels, semble inéluctable. Pourtant, certains élus locaux, comme le maire de Charavine, réussissent à tenir tête à la Poste en refusant ces transformations. Cela signifie-t-il donc que lorsque les maires le souhaitent, ils peuvent dire non, tout simplement ? Je ne vais surtout pas jeter la pierre à mes collègues qui, à un moment donné, ont été placés dans une situation de devoir accepter telle proposition de la Poste. Formellement, nous avons le droit de nous opposer et de dire non, nous ne voulons pas d'agence postale communale, nous voulons un bureau de poste. Donc, formellement, la commune, elle est censée pouvoir continuer à avoir son mot à dire. Sauf que derrière, après la Poste, elle nous dit oui, mais désolé, monsieur le maire, mais dans ces conditions-là, pour nous, économiquement, pour la Poste, ce n'est plus possible. Donc, votre bureau de poste, vous le gardez. Et vous le gardez avec des horaires de moins en moins importants. Et au bout du bout, la Poste peut descendre jusqu'à 12 heures. 12 heures, c'est-à-dire 2 heures par jour. Et les élus vivent ça comme une forme de chantage. Dans les villages d'Isère, autour de Charavine et dans tout le département, des collectifs se sont créés pour soutenir les maires qui font de la résistance et engager à leur côté le bras de fer avec la Poste. À quelques kilomètres seulement de Charavine, il y a le village du Pin, l'un des bastions de la contestation citoyenne qui sévit en Isère. Claude Rouge est membre du collectif qui tient tête à la Poste. Le combat qu'il mène, aux côtés des 1300 habitants de la commune, des élus locaux et des villages voisins, c'est celui de David contre Goliath. Mais y a-t-il la moindre chance pour que l'histoire tourne à l'avantage des communes ? En 2005, quand la Poste a annoncé qu'elle allait réduire de manière drastique les horaires, passer de 18h30 d'ouverture à 8h, avec 9h-11h sur 4 matinées, et le mercredi fermé. C'est-à-dire que c'était évident que ça allait complètement anéantir la fréquentation du bureau.
Chaque fois qu'il y a dans une commune quelque chose qui ferme, que ce soit un commerce, que ce soit la poste, que ce soit un service public, automatiquement les gens hésitent à venir dans ce village-là. Donc on est obligé quand même de créer des services, d'avoir des commerces pour garder la population et augmenter les populations. Quelqu'un qui doit partir poster son courrier ou retirer son argent à 2 km va faire ses courses à 2 km. Ils s'y arrêtent, donc du coup les commerces locaux, évidemment, vont décliner. Le moyen de fermer les bureaux de poste, parce qu'on ne peut pas rien laisser, voilà, ça ferait la révolution partout, et ben c'est de faire des ersatz de bureaux de poste, qui sont d'abord des agences postales communales et des relais postes commerçants, financés pendant quelques années par la Poste, et que ce soit 9 ans ou 18 ans, le problème il n'est pas là, un jour ou l'autre on sait que ces financements ne seront plus là. Et seules les communes qui auront les moyens et la volonté politique d'avoir un service postal l'auront. Et ça, c'est contraire avec la notion du service public. Le scénario catastrophe redouté par Claude Rouge est-il fondé? Y a-t-il une garantie absolue du maintien de la présence postale telle qu'elle est aujourd'hui, quelle qu'en soit la forme? Le maillage est obligatoire de par la loi. Mais ce qu'a fait une loi un jour peut être changé par une loi demain. Donc c'est pas une garantie absolue pour le long terme. Donc il faut être vigilant en la matière, parce que c'est quand même très facile de voter une nouvelle loi. Le Parlement n'arrête pas de voter des nouvelles lois. Donc vigilance déjà en la matière quant à cette garantie telle qu'elle existe. Mais alors, quelle est réellement la marge de manœuvre pour les habitants et les élus de proximité? Là où nous avons une chance quand même de pouvoir rebondir, c'est que nous pouvons faire le pari qu'une partie très importante de la population demeure attachée à la réalité communale, à ce qu'elle peut représenter comme vie commune, comme capacité à maîtriser un peu, on va dire, son cadre de vie, et qu'il y a ici peut-être les ressorts d'une contre-offensive quelque part, voilà, mais qui ne s'appliquera pas forcément que sur la Poste, qui serait beaucoup plus large, qui serait, on va dire, une forme de réappropriation par les habitants remobilisés de ce qui fait leur cadre de vie, alors qu'ils peuvent aujourd'hui en droit s'en sentir complètement dépossédés parce que tout ça s'éloigne de plus en plus d'eux. Alors les habitants, emmenés par le collectif départemental d'Isère, se sont mobilisés à Virieu pour protester contre les menaces de fermeture des bureaux de poste. 70 personnes, venues des villages alentours mais aussi de Grenoble, pour tenter de changer autant que possible le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes ici en présence d'un enterrement de première classe. Oui, j'ai bien dit un enterrement. La Poste dit qu'elle réorganise ses bureaux de poste. Non, elle les désorganise pour provoquer des baisses de fréquentation et justifier ainsi leur fermeture. Et vous, les usagers, vous, les élus, vous, les syndicalistes, vous, les commerçants, vous avez notre soutien total. On est en train de nous plomber le service public à vitesse grand V. Et ça se fait pratiquement en silence, il y a des collectifs qui se battent. Moi, j'en veux pas d'APC, de choses comme ça. Je veux une poste. On me baisse pas mes impôts, les charges, etc. Non, au contraire. On nous ponctionne de plus en plus. Donc, il faut quand même garder nos services publics. Bientôt, il n'y a que les gens qui vont vivre en ville ou dans les grands milieux urbains des agglomérations des grandes villes qui auront droit à des services publics. Et nous, à la campagne, il faudra faire 40 km pour un colis. Mais c'est un scandale. Messieurs les maires, moi, je voulais juste vous demander, je vous trouve très patient, je vous trouve admirable en constance, parce que le gouvernement se défausse sur vous, mais jusqu'où vous allez dire oui? Parce que ce serait bien quand même, effectivement, que les maires réagissent un peu en disant « ça suffit ». Ça suffit de nous traiter comme des gens qui doivent tout faire. Ça suffit de nous maltraiter, de maltraiter notre population. C'est eux qui nous élisent. C'est ça qu'il faut que vous imaginez bien, que si vous ne faites pas réagir un peu vos tripes en disant on en a assez de voir que nous sommes les vaches à lait et que nos citoyens doivent supporter ces choses-là. Ce sont vos mandats qui sont en jeu, messieurs. On va dire que sur le fond, je serai entièrement d'accord avec vous, mais imaginez que demain, nous, on ne bouge pas et que la Poste, elle ferme.
où est-ce que les gens iront. Donc on essaye, dans les moyens qui nous sont donnés, et on sait qu'il y en a qui nous prennent pour des dieux parce qu'on est maire, hein, mais si on a toujours quelqu'un au-dessus, hein, on a toujours quelqu'un dessus, et ce qui fait qu'à des moments donnés, on ne peut plus dire non, parce qu'on doit rendre un service auprès de nos administrés. À quel prix ? À quel prix, oui, mais voilà, c'est le problème, c'est que tant que, on va dire, la tête du gouvernement ne pense pas comme vous, eh ben, on n'avancera pas. Il faudrait que ça fasse vraiment une grosse boule de neige pour dire d'être... Mais s'il faut toujours être en train de crier, gueuler pour avoir rien, qu'est-ce qu'on fait? On se décourage un peu. Alors on fait notre boulot de proximité au maximum. La preuve, on est là aujourd'hui, tant mieux, on a été nombreux. Mais voilà quoi, après, bon, s'il faut se battre et crier tout le temps, et pour pouvoir avoir de résultats, à un moment, on est aussi... Voilà quoi. Des maires pris en étau entre devoir de résistance et devoir d'assurer malgré tout l'accès pour la population aux services publics. Quel avenir pour la survie des petites communes? Comment tout cela finira-t-il? Là, il faut bien trouver des solutions adaptées au terrain. Pas forcément disant aux maires, débrouillez-vous, payez, organisez quelque chose, mais en mettant autour de la table tous les représentants de tous les services publics qui peuvent jouer un rôle dans ce maintien du lien social et de la cohésion sociale et territoriale. Il y a un endroit où le dialogue semble encore possible et où des solutions, parfois, se dessinent. Cet endroit, c'est la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département de l'Ardèche, c'est au sein de la préfecture de Privas que les représentants locaux de la Poste, des collectivités locales et de l'État se réunissent au sein de la commission. C'est là, autour de cette table, que naissent les solutions alternatives aux bureaux de poste classiques comme la maison de service au public ou le facteur guichetier. Je veux simplement rappeler que c'est un équilibre permanent qu'on est en train de devoir gérer entre le souci de rester présent dans les territoires, mais en même temps en préservant un équilibre économique qui est nécessaire pour assurer la pérennité de l'organisation. Je suis très attaché à ce qu'il y ait un engagement sur le socle de bureaux maintenus dans les territoires, ce que j'appelle des bureaux de plein exercice. Mais bon, après, j'entends la difficulté entre une réalité économique et une réalité de territoire. Moi, je suis élu de territoire, clairement. Ici, les débats sont nourris et la voix des petites communes est peut-être un peu plus audible. C'est en tout cas la mission qui incombe à François Jacquard, conseiller régional, porte-voix des élus de territoire. On peut pas nier qu'il y a une dématérialisation, qu'il y a aujourd'hui moins de courriers qu'il y en avait précédemment, que les gens fréquentent moins les bureaux de poste. Le problème, c'est qu'on l'a vécu d'abord sur une situation défensive, alors qu'on aurait pu le voir sur des nouveaux projets. Mais ça nécessitait une autre définition de la politique postale et une autre volonté de la part de l'État. Voilà, moi, mon choix, c'est de participer pour pouvoir porter un certain nombre de choses, et y compris essayer de me faire entendre des représentants de l'État. Certains font le choix de ne pas être dans ces commissions en considérant que on met la main dans le cambouis et que c'est pas très propre. Moi, je considère qu'à un moment donné, ma responsabilité d'élu pour défendre le territoire, c'est de porter un certain nombre de questions. Je pense qu'il faut une nouvelle loi postale. Une nouvelle loi postale qui redonne un certain nombre de missions de service public pour éviter que l'on puisse avoir demain une poste à plusieurs vitesses, notamment dans les services qui seront rendus par le facteur. Alors demain, y aura-t-il un service public à plusieurs vitesses? Une poste pour ceux qui ont les moyens, pour la jeunesse connectée, pour les grands centres urbains et tant pis pour les autres? Qui pourrait imaginer cela? Est-ce que cette évolution va continuer? Tout va dépendre de l'évolution du trafic. Mais on ne peut pas faire autrement que d'adapter notre offre. Parce que sinon, je pense que nous perdrions encore plus de clients. Et au sein même de la Poste, comment les facteurs, les guichetiers, les managers, les conseillers vont-ils réussir à trouver leur place entre mission de service public et rentabilité? Et à quel prix?